Le monde entier craint le début d'une nouvelle guerre. Depuis les premiers échanges de tirs entre l'Inde et le Pakistan dans la nuit de mardi à mercredi, au moins une cinquantaine de civils ont été tués, un bilan qui pourrait évoluer. Mais alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quelles sont les relations historiques entre les deux pays et comment réagit la communauté internationale? On en a déjà parlé il y a quelques jours, mais au vu de la situation, c'est important de refaire un point aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. Alors avant de revenir sur ce qu'il s'est passé cette semaine et sur le contexte historique, remontons au 22 avril dernier lorsqu'une attaque terroriste a frappé la ville de Pahalgam en Inde, tuant 26 civils dont 25 Indiens et un touriste népalais. C'était l'une des attaques les plus meurtrières depuis 20 ans dans cette région montagneuse. On parle donc ici de la région du Cachemire, une région du Cachemire qui est située au nord de l'Inde, à la frontière avec la Chine et le Pakistan. Alors aucun groupe n'a officiellement revendiqué cette attaque, mais l'Inde accuse le Pakistan d'en être responsable, pointant notamment du doigt le groupe djihadiste Lashkar-e-Taiba qui est basé au Pakistan. Mais de son côté, on en a déjà parlé, le Pakistan nie toute implication dans cette attaque. Les deux pays ces derniers jours ont donc engagé une escalade militaire et diplomatique. Militaire avec des échanges de tirs à la frontière, mais aussi donc des fermetures d'espaces aériens ou encore la suspension de traités entre les deux pays et la suppression de certains visas. Et la semaine dernière, le Premier ministre indien Narendra Modi, on en avait parlé, avait finalement donné son feu vert à une riposte militaire contre le Pakistan. Alors maintenant, que s'est-il passé dans la nuit de mardi à mercredi et pourquoi de telles tensions? Eh bien, près de 2 semaines après cet attentat, l'Inde a mené dans la nuit du 6 au 7 mai une opération militaire qui a été baptisée Sindoor en visant 9 sites pakistanais, des sites qu'elle accuse d'être, je cite, des infrastructures terroristes. Mais l'un des sites visés était une mosquée. Le gouvernement indien assure donc que ces bombardements ont été ciblés pour éviter les zones civiles. De son côté, le Pakistan affirme qu'en seulement 3 jours, au moins 37 personnes ont été tuées côté pakistanais et une soixantaine de personnes ont été blessées. L'armée pakistanaise accuse par ailleurs les Indiens d'avoir endommagé un barrage hydroélectrique. En fait, pour le Pakistan, ces tirs, c'est un acte de guerre flagrant et en riposte, eh bien, le Pakistan a lancé des tirs d'artillerie sur plusieurs zones indiennes. Le Pakistan affirme également avoir abattu 5 avions de chasse indiens, dont 3 Rafales français, enfin plus précisément donc des Rafales produits par la France qui avaient été vendus à l'Inde. Ce vendredi, le Pakistan a annoncé avoir abattu 77 drones de fabrication israélienne lancés sur son territoire par l'Inde depuis la nuit de mercredi à jeudi. De son côté, l'Inde a accusé ce vendredi le Pakistan d'une nouvelle vague de frappes nocturnes sur son territoire. Le dernier bilan publié jeudi par l'Inde fait état de 16 personnes qui ont été tuées côté indien. À noter que l'Inde a ordonné à X de bloquer plus de 8000 comptes, dont ceux de médias internationaux. C'est ce qu'a annoncé le réseau social ce jeudi. Il s'agit de comptes de figures politiques, de célébrités, mais aussi de médias pakistanais. On peut aussi noter que le Pakistan a appelé le monde, je cite, à faire rendre des comptes à l'Inde alors que la Turquie qui est un allié du Pakistan, a déclaré ce mercredi que l'attaque conduite par l'Inde fait courir le risque d'une guerre totale. Alors y a-t-il vraiment un risque de guerre à grande échelle entre ces deux puissances et comment expliquer ces tensions? Alors déjà, un peu de contexte historique, ça ne fait pas de mal. On en a déjà parlé il y a quelques jours. En 1947, quand l'Empire des Indes a obtenu son indépendance, eh bien l'Inde d'un côté à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane ont été créés. Et très rapidement, la question de la région du Cachemire est devenue véritablement une source de tension entre les deux pays. Il faut bien comprendre que cette région, elle a elle-même été partagée en deux en 1949, avec une partie qui est donc revenue au Pakistan et une autre partie du Cachemire qui est revenue à l'Inde. Et c'est donc dans la partie indienne que l'attentat dont on parlait à l'instant a été commis au mois d'avril. Mais le problème, et ce qui est donc la source de tension depuis des années, c'est que l'Inde, comme le Pakistan, revendique l'ensemble de la région du Cachemire. Entre 1947 et 1971, l'Inde et le Pakistan s'y sont affrontés 3 fois, et depuis 1989, eh bien, la partie indienne de la région du Cachemire, qui est une région à majorité musulmane, même si elle n'est pas donc du côté pakistanais, fait face à une insurrection séparatiste avec donc de nombreuses personnes qui militent pour davantage d'autonomie, voire une indépendance de cette région vis-à-vis de l'Inde. Alors on l'a dit ces derniers jours, les tensions sont remontées d'un cran et c'est des tensions qui sont redoutées, notamment lorsque l'on sait que les deux pays sont des puissances nucléaires avec chacun environ 170 ogives. Les ogives, c'est donc la partie d'une bombe ou d'un missile qui contient la charge nucléaire. Alors maintenant, pour nuancer tout ça, et on fera d'ailleurs une vidéo plus longue à ce sujet bientôt, faut bien comprendre que la possession d'armes nucléaires, ça crée certes un risque d'escalade, dans le sens où il y a un risque à avoir de telles armes, mais ça exerce aussi une forme de dissuasion
opinion mutuelle. En effet, ça peut donc dissuader un pays d'aller trop loin dans l'offensive face à l'autre. Bon, mais il faut quand même noter pour terminer, et avant de passer au reste de l'actualité, qu'il y a certes cette question de guerre militaire, mais il y a aussi une question de guerre de l'eau en parallèle. En effet, dès le lendemain de l'attentat dans le Cachemire indien, l'Inde a suspendu un traité qui datait de 1960 sur le partage des eaux d'un fleuve dans la région qui est vital pour l'agriculture du Pakistan. En effet, le Premier ministre indien Narendra Modi a finalement annoncé récemment donc son intention de couper l'eau des cours d'eau qui prennent leur source en Inde et qui irriguent aujourd'hui le Pakistan. C'est donc une crainte très importante pour le Pakistan et une situation potentiellement désastreuse pour l'agriculture au Pakistan puisque ça pourrait entraîner des pénuries alimentaires mais aussi une crise économique dans le pays. Alors très rapidement, avant de passer au reste de l'actualité, on peut noter les réactions internationales. D'abord, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a indiqué sur TF1 comprendre, je cite, les aspirations de l'Inde à se protéger contre le fléau du terrorisme, tout en appelant, je cite, l'Inde et le Pakistan à la retenue pour éviter l'escalade et la préservation des civils. Fin de citation. Il faut noter que c'est une déclaration dans un contexte où l'actuel gouvernement et l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, ont montré une proximité avec le gouvernement indien. Ça a été le cas sur la vente d'un certain nombre d'armes, où on a parlé à l'instant des Rafales, mais aussi on a pu voir des questions d'alliance sur certains sujets, notamment récemment sur le sujet de l'intelligence artificielle. Donald Trump a quant à lui dit espérer que les affrontements entre l'Inde et le Pakistan, je cite, s'arrêtent très rapidement, tandis que le gouvernement britannique s'est dit prêt à intervenir pour une désescalade entre les deux pays. L'ONU enfin a déclaré que, je cite, le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire. Voilà donc pour un résumé qu'on a essayé de faire le plus factuel et le plus précis possible pour comprendre au mieux la situation. Vous l'avez peut-être vu, on a aussi fait sur ce sujet-là un post directement sur notre compte Instagram qui résume aussi la situation à l'écrit. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre compte Instagram, vous êtes plus de 4 millions là-bas. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Merci d'ailleurs pour votre confiance, vous êtes de plus en plus nombreux aussi sur Insta. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Un grand défilé militaire a eu lieu ce vendredi 9 mai à Moscou, en Russie, pour célébrer les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Une vingtaine de chefs d'État, invités par Vladimir Poutine, étaient présents, dont le président chinois Xi Jinping, le président brésilien Lula, ou encore le premier ministre slovaque Robert Fico, qui était le seul dirigeant d'un pays de l'Union européenne à s'y être rendu. En tout, 11 000 soldats ont défilé, dont 1500 ayant combattu en Ukraine, selon l'agence russe TASS. Des militaires venus de 13 pays, dont la Chine, le Vietnam, la Birmanie ou encore l'Égypte, ont aussi participé. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé, je cite, un défilé de cynisme et de mensonges. Ce vendredi, il a également annoncé qu'un sommet aurait lieu ce samedi 10 mai en Ukraine avec plusieurs dirigeants européens, sans dévoiler le nom des participants. L'objectif, c'est de discuter du soutien militaire à l'Ukraine et d'établir un cadre pour l'établissement d'une paix durable. Autre info concernant l'Ukraine, le Parlement ukrainien a ratifié ce jeudi l'accord avec les États-Unis sur l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes comme les minerais, le pétrole et le gaz. Ce texte avait été signé fin avril après plusieurs mois de tension. Pour Volodymyr Zelensky, cet accord ouvre, je cite, un nouveau chapitre dans les relations entre l'Ukraine et les États-Unis. Deuxième actu, l'Union européenne a publié ce jeudi une liste de 95 milliards d'euros de produits américains qu'elle menace de taxer en réponse aux droits de douane mis en place par Donald Trump sur les produits européens. Alors je vais pas vous détailler ici l'ensemble des produits présents sur cette liste de plus de 200 pages, mais par exemple, il y a des voitures, des avions comme les Boeing, mais aussi des fruits, des poissons, des fruits de mer, des plastiques, des produits chimiques, des équipements électriques ou encore des produits pétroliers. Il y a aussi des produits plus surprenants comme les aliments pour chiens et chats, les sapins de Noël ou encore les cheveux humains. La liste est pour le moment ouverte à la consultation et pourrait être modifiée. À noter que les taxes ne s'appliqueront que si aucun accord n'est trouvé avec les États-Unis. Ces derniers mois, l'Union européenne a été frappée à 3 reprises par des droits de douane de l'administration américaine, une taxe de 25% sur l'acier et l'aluminium, une autre de 25% sur les automobiles et une taxe de 20% sur tous les autres produits européens. À noter que cette dernière surtaxe est suspendue jusqu'en juillet pour tenter de trouver un accord. En
En attendant, des droits de douane de 10% restent appliqués sur la plupart des produits européens exportés aux États-Unis. Troisième actu, le nouveau pape Léon XIV a célébré ce matin sa toute première messe dans la chapelle Sixtine au Vatican. C'était une messe privée avec les cardinaux pendant laquelle il a notamment prononcé sa première homélie en tant que pape. Une homélie, c'est le discours qui suit la lecture de la Bible et qui a pour but d'expliquer et commenter les textes. Dans son homélie d'une dizaine de minutes, Léon XIV a déploré le recul de la foi au profit, je cite, d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir et le plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur lui, c'était le sujet à la une de notre vidéo des actus du jour de ce jeudi, je vous mets le lien en description. Quatrième actu, un texte qui assouplit les règles sur les émissions de CO2 pour les constructeurs automobiles a été adopté ce jeudi par le Parlement européen, qui est l'une des principales instances de l'Union européenne. Ça concerne toutes les entreprises qui fabriquent et vendent des véhicules neufs, comme des voitures ou des utilitaires légers. Alors concrètement, au lieu d'être jugés sur leurs émissions de CO2 chaque année, ces constructeurs pourront désormais faire la moyenne sur 3 ans, donc entre 2025 et 2027 pour la période en cours. Ceux qui sont en retard sur leur objectif auront ainsi plus de temps pour se mettre en règle, ce qui leur évite des amendes pour l'année 2025. À noter que ce texte, qui était très attendu par les professionnels du secteur, a été vivement critiqué par les écologistes qui dénoncent un recul dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cinquième actu, une femme sur 5 et un homme sur 7 dans le monde ont subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans, selon une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet. L'étude a été menée par des chercheurs de l'université de Washington à Seattle et financée par la fondation de Bill Gates. Ils ont tenté d'estimer le nombre de personnes ayant subi des violences sexuelles pendant l'enfance ou l'adolescence dans 204 pays, en exploitant les données d'études réalisées par l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies. Alors les chiffres varient fortement d'une région à l'autre. En France, les chercheurs estiment par exemple qu'environ une femme sur 4 a été victime de violences sexuelles avant 18 ans, contre près d'une femme sur 3 en Inde. L'étude précise que ces données sont probablement sous-estimées. Je vous mets le lien de l'étude en description si ça vous intéresse. Et enfin, dernière actu, Bill Gates, le milliardaire américain et cofondateur de Microsoft, a annoncé qu'il allait donner l'essentiel de sa fortune restante à la fondation Gates, qu'il a créée il y a 25 ans avec son ex-femme pour lutter contre la pauvreté et les maladies dans le monde. Concrètement, il a donné à sa fondation l'objectif de dépenser plus de 200 milliards de dollars d'ici à 2045, date à laquelle la fondation fermera définitivement. Début février, le milliardaire avait déjà annoncé avoir fait un don de plus de 100 milliards de dollars à des associations, dont une grande partie à sa propre fondation. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 113 milliards de dollars selon le magazine Forbes. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Voilà donc pour l'actualité aujourd'hui. Pour plus d'actualités, je le disais, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.